Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce numéro 3 des Renault Chat, cet ensemble donc d'interventions mensuelles maintenant, auxquelles j'espère que vous commencez à devenir fidèles. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet particulièrement prégnant qui est celui du financement par les banques de la rénovation énergétique, qui est un sujet compliqué, puisque d'un côté, les gens nous disent les banques ne financent pas, de l'autre côté, les banques nous disent mais nous, on n'a qu'une seule envie, c'est de financer. Mais c'est compliqué. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Pourquoi est-ce que l'argent d'un côté n'arrive pas à aller de l'autre? Nous recevons aujourd'hui Stéphanie Flachet, qui a été une grande banquière pendant une vingtaine d'années, qui ensuite a été explorer donc les nouvelles pratiques et les nouvelles manières de faire du financement, et qui va essayer de nous décrypter ce qui se joue derrière cette confrontation et qui va surtout nous expliquer comment résoudre donc ces difficultés en, allez, disons-le, en rapprochant le faire du financé. Et c'est de cela qu'on a besoin, donc de personnes qui font et qui ont besoin donc de s'engager sur ce qu'ils font et de banquiers qui financent et qui ont besoin d'avoir de l'information juste, précise et garantie par les gens qui font. C'est de tout cela qu'on va parler aujourd'hui et je pense qu'on va passer un très bon moment. Pourquoi les banques veulent, mais ont tant de mal à pouvoir? Stéphanie, bonjour. Bonjour Sébastien. Comment vas-tu? Très bien, très heureuse d'être là. Et bonjour aussi à cette communauté EU Peers et à tous tes auditeurs. Nombreux depuis la première session que j'ai écoutée, les deux premières. Merci. Écoute, Stéphanie, ravi de te retrouver ici. On se connaît déjà depuis un certain nombre d'années. Moi, j'ai suivi ta carrière extrêmement impressionnante. Donc, j'ai dit tout à l'heure que tu étais une banquière dans l'âme. Peut-être on peut commencer par toi. D'où viens-tu et pourquoi ce parcours? Absolument, il faut que je le confesse, je suis fondamentalement une banquière de l'économie réelle, une banquière de plein exercice, comme j'aime à le dire. Et j'ai exercé ce métier pendant 20 ans, vraiment un métier que j'avais choisi. Voilà, banquier des entreprises au départ, et puis un passage par l'inspection générale, les bœufs carottes, et puis un certain temps aussi dans les énergies fossiles sur la fin de ma carrière. Et je me suis défroquée il y a 10 ans exactement, en tout cas c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, face à un constat où pour moi on arrivait dans un système où au lieu d'avoir une finance au service de l'économie, elle-même au service de l'humain, on avait complètement inversé la logique et on se retrouvait avec l'humain qui court après l'économie, qui elle-même court après les niveaux de rendement de la finance. Et je me suis dit qu'on était face à une impasse incroyable et qu'il fallait absolument engager une forme de rénovation. Rénovation du système financier, rénovation des banques, rénovation de l'économie. Et c'était très cohérent avec cette époque aussi, on commençait à parler des transitions. Et donc il y a 10 ans, alors au départ c'était pas très clair pour moi encore quel outil trouver pour essayer de mener à bien à ma petite échelle et avec aussi peut-être beaucoup d'autres aussi qui prenaient conscience de ce besoin de vraiment transformation profonde. Et ce qui s'est appelé à moi, c'est le numérique, donc finalement une autre forme de transition, la transition numérique, et en particulier les technologies de la donnée, notamment la blockchain, voilà ce qu'on appelle l'IoT, enfin tout ce qui est technologie de la donnée. Et comment on peut utiliser ces technologies pour, encore une fois, redonner du sens au système financier, monétaire et économique. Donc il y avait vraiment cette logique de transformation profonde et de rénovation. Et juste pour tes auditeurs peut-être, je dois confesser que j'arrive depuis tout récemment dans le secteur de la rénovation énergétique et la rénovation énergétique performante. Donc ce n'est pas du tout mon expertise. Par contre, j'y trouve une vraie cohérence dans le besoin de penser différemment, à la fois la rénovation et puis son financement, puisque c'est le sujet des UPeers en particulier. Alors, tu connais très bien les banques. Tu dis qu'elles sont parties dans des illusions. Est-ce que c'est ça qui explique le fait qu'elles ont des capitaux qu'elles aimeraient distribuer dans l'économie réelle et qu'elles n'y arrivent pas? Est-ce que tu peux être un peu plus précise là-dessus?
Sur mon constat, alors oui, oui, j'aime profondément les banques, mais quand on dit ça, en fait, ce qui est important pour moi derrière cet exercice de banquier, c'est vraiment l'exercice de la confiance et ce rôle de gardien des grands équilibres économiques, de la monnaie et de ce pont entre le monde de l'investissement, de l'épargne et le monde du financement. Une fois qu'on a dit ça, selon mon expérience, ce qui s'est joué probablement dans les années 80-90, c'est une transformation des banques qui était fondamentalement une transformation numérique informatique. On est passé dans une gouvernance par des systèmes d'information, une gouvernance par les nombres, voilà, on connaît les lois du marché où on vend et on achète des actions en quelques nanosecondes. Donc les banques se sont retrouvées dans une situation où elles couraient après des chiffres. À mon avis, j'espère que j'offense personne, sans forcément plus vraiment comprendre ce qu'on faisait, parce qu'il faut voir que les banques, enfin c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue. Au départ, quand je suis devenue banquier dans les années 90, quand par exemple on faisait un virement, on avait 10 caractères à un virement. Donc on a accueilli ce monde informatique avec assez peu d'informations attachées à nos systèmes. Et je pense que ça c'est un vrai problème qu'ont les banques, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup d'informatique, beaucoup de chiffres. Mais qu'est-ce que ça veut dire un chiffre? Ok, j'ai plus 1 million, même plus 1 milliard. Mais qu'est-ce qu'on a géré comme valeur économique? Qui a contribué à cela? Et on voit bien que c'est un vrai sujet sur lequel on va d'ailleurs chercher les banques. Parfois, des gens me disent, si vous appelez votre banquier, votre assureur, en lui disant, mais finalement, qu'est-ce que j'ai dans ma SICAV? Qu'est-ce que j'ai dans mes produits d'épargne? Voilà, bien dès le matin, le banquier qui saurait vous répondre. Et donc, pour moi, le sujet des banques, pour reprendre vraiment leur rôle de tiers de confiance, c'est de travailler à une meilleure compréhension de ce qui se joue entre un chiffre, une génération de revenus, un profit, et toute la chaîne de valeur amont qui va finalement générer cette valeur. Donc en fait, c'était d'essayer de remonter un peu dans la chaîne, et on va peut-être en parler après, mais à travers voilà, des documents, enfin tracer toute la chaîne de valeur économique. Et ce que tu dis, en fait, c'est que la révolution est numérique dans les banques, mais qu'en fait, la révolution qu'il faut qu'elles accomplissent est une révolution du client, en fait. S'il y a une bien meilleure connaissance du client et des opérations qu'il exécute, absolument. Le faire. En fait, c'est le faire. Complètement. C'est reconnecter les outils qu'elles ont à sa disposition et qui évoluent sans cesse, et avec vraiment, effectivement, l'objet économique. On disait à un moment donné, le banquier, vraiment, il est là pour financer l'économie réelle. Donc, comment je relie tous ces outils que j'ai à ma disposition avec vraiment voilà, ceux que je finance. Et paradoxalement, alors que le numérique et l'informatique on aurait pu imaginer au départ que ça nous rapproche de l'information, ça nous a peut-être un temps éloigné de l'information. Donc on se retrouve avec le monde des banques, de la finance, des chiffres, le monde du réel, et une espèce de difficulté à réconcilier les deux, ce qui nous amène à un constat que fait tout le monde, le niveau d'inégalité, de mauvaise répartition des richesses ou de distribution, voilà, la concentration des richesses dans la main de quelques-uns. Je finis par penser que voilà, peut-être que voilà, il y a un plan dans tout ça, mais comme disait Chirac, entre le complot et la connerie, il faut toujours privilégier la connerie, si je puis le dire. Je pense vraiment que c'était Rocard qu'il avait peut-être emprunté à Chirac. Mais en tout cas, on avait vraiment un sujet de reconnecter avec l'information, reconnecter avec le réel, reconnecter avec ceux qui font sur le terrain, là où aujourd'hui, on peut avoir soit des dossiers papier, soit des systèmes de décision, mais qui nous sortent des chiffres qui sont parfois voilà, encore beaucoup décorrélés du réel. Et je crois qu'on le ressent à peu près tous. Et voilà, la clé, c'était comment est-ce qu'on peut retrouver une capacité à comprendre et à amener cette information et cette information intelligente. Parce qu'effectivement, la banque, c'est avant tout un système d'information et de gestion. Alors bon, peut-être, mais tu as dit aussi avant que la banque, c'était avant tout le tiers de confiance, c'est-à-dire celui chez qui on se repose tous. Alors quand même, ce qui m'intéresse derrière tout ça, 2001, chute des deux tours, la planète bancaire se dit que non, il faut faire peut-être un peu les choses différemment. Donc elle met en place ce qu'on a appelé le KYC pour Know Your Customer. Donc subitement, on a poussé l'ensemble des employés de banque à aller chercher de l'information sur leurs clients. Peut-être qu'on n'a pas fait le KWF, Know What You Finance.
Oui, à cette époque, on a avant, alors je vais le faire avec, avec l'anglais, effectivement, tous les banquiers des années 90 ont vu arriver le KYC. Ceci dit, beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent cette expression parce que les entreprises d'ailleurs elles-mêmes aujourd'hui, on leur demande de connaître leurs clients et leurs fournisseurs. Et effectivement, ça s'est joué en 2001, renforcé en 2008, après évidemment la crise des subprimes. Mais paradoxalement, en fait, alors que finalement ça coulait de bon sens de dire effectivement connaissez vos clients et connaissez vos transactions, parce que toi qui es un ancien banquier, tu te souviens aussi qu'on nous demandait de regarder nos transactions. On est rentré aussi peut-être dans des organisations où on silotait un petit peu entre le commercial qui parle aux clients, les personnes de la conformité qui s'occupent de la compliance, on appelle ça, pardon, c'est cet anglicisme. Compliance, donc ça veut dire... C'est la conformité, en fait. Voilà, c'est que les choses qui sont dedans... Tu dois lui demander son bilan, tu dois lui demander, en tout cas un certain nombre d'informations qui doivent te permettre de mieux le connaître. Et effectivement, on peut comprendre la logique derrière. Après, on a peut-être aussi, on s'est nous-mêmes peut-être transformé en bout de logiciel où il y avait l'humain banquier responsable du client, l'humain banquier responsable de la conformité, l'humain banquier. Et de mon point de vue, encore une fois, ça n'engage que moi, on perdait un petit peu finalement la connaissance de son client. Voilà, moi, je commence à avoir un âge où je peux parler des fois un peu comme une personne qui commence à avoir un petit peu d'expérience. Et moi, je me souviens, en étant banquier de plein exercice au départ, je connaissais mon client parce que, bien sûr, je regardais avec mes petits yeux et mon IA biologique, ses chiffres, son bilan, mais j'allais sur le terrain. Comment veux-tu connaître une activité, etc., si tu ne la vois pas en contexte? Et donc, juste peut-être qu'à ce moment-là, plus on était outillé, moins on était finalement intelligent vis-à-vis de notre client. Encore une fois, ça correspond à une expérience personnelle et je ne veux pas porter en tout cas une vision personnelle et je ne veux pas porter de jugement, mais néanmoins je suis assez convaincue sur ce constat-là et surtout ce besoin pour cet exercice de la confiance qui est si important à l'ère du numérique et de l'informatique dont on sait que évidemment on ne va plus faire les choses comme avant, comment il est important d'utiliser cette technologie pour vraiment mieux comprendre le réel et pas s'en éloigner pour décider toujours plus vite, mais de plus en plus mal. En fait, ce que tu décris, c'est une révolution inachevée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'informatique est arrivée au service donc, de la relation client, de sa connaissance, de la connaissance de ses projets. Mais quelque part, le monde étant ce qu'il est, on a fait de plus en plus de productivité. Donc on a eu de moins en moins de temps pour regarder ce qui était derrière les données qu'on captait. Et on a fait de plus en plus confiance à des systèmes d'analyse de risque portés par une machine, mais qui étaient du coup très incomplets et qui du coup ont également repoussé un peu dans les limbes un certain nombre d'autres actions à financer qui étaient moins documentées, c'est ça ? Absolument. C'est le risque quand même du monde informatique et du monde du chiffre et du monde de l'automatisation. J'entendais l'autre jour, quand on automatise, on privatise. Le problème des systèmes automatiques, surtout automatiques basés sur des mathématiques, et c'est le cas de la finance, c'est qu'en fait, un modèle mathématique, un algorithme peut être très très bon pour générer, en tout cas sur l'ordinateur, de la richesse. Et ce qui s'est joué en même temps que l'arrivée de l'informatique, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ce niveau de détail-là, mais c'est aussi l'immersion de toutes les mathématiques financières et notamment un certain nombre d'algorithmes, notamment la théorie de l'arbitrage qui, à ce moment-là, il faut se remettre dans le contexte des années 70-80, l'Occident capitaliste avec plutôt un modèle qui réussit et finalement, à ce moment-là, c'est l'école aussi américaine de Friedman qui dit que le rôle d'une entreprise, c'est de faire le plus d'argent possible, certes à l'intérieur de la loi, mais le plus d'argent possible. Et ce qui est très bien avec les mathématiques et la théorie de l'arbitrage, c'est qu'on s'est rendu compte que pour faire le plus d'argent possible, il y a deux choses qu'il faut chercher et qui fonctionnent très bien, c'est la volatilité et la spéculation. Donc on est rentré dans un système, on a un système complexe, mathématique, très efficace parce qu'il génère de la richesse. Alors depuis 10 ans, on voit bien qu'on est au bout du système, mais pendant 30 ans, création de masse monétaire, création de beaucoup de richesses, et on a l'impression d'avoir trouvé le Graal. Mais c'est un Graal presque mathématique. Oui, mais le tout basé quand même sur un substrat d'information quand même assez pauvre, en fait. C'est ça qui est assez fascinant. Exactement. Et donc on a oublié le faire. On a oublié le faire. Alors on le retrouve de façon un peu violente depuis quelques années, et je veux juste citer un ancien gouverneur du FMI et de la Banque de France, un certain nombre, on va dire, de gens dont on peut se référer en disant que ce sont des gens, des grands penseurs du système, commencent à écrire que 70 à 80% de la création de richesses financières ne correspond pas à l'économie réelle. C'est juste incroyable. Quand on s'arrête quelques secondes, on n'a jamais été aussi riche, mais
finalement, on n'a jamais été aussi pauvre. Parce que l'argent, en tout cas tel que c'est fait aujourd'hui, si c'est pour rester un chiffre sur un ordinateur, finalement, c'est une valeur fictive. Et le grand sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on revient dans un système qui crée de la richesse et le distribue de sorte qu'on ne se retrouve pas dans une situation pour de vrai, et qui en plus valorise ce qui paraît important, puisqu'on sent bien que depuis quelques années, voilà, et c'est le cœur du sujet de la rénovation performante, mais on s'est tous engagés à arriver à un certain net zéro, en tout cas à être plus intelligent dans notre utilisation des ressources, alors même qu'on a un système économique qui est fondé sur l'extraction et la production de biens et services marchands. Donc on sent bien qu'on a une espèce de tension, alors qu'on a envie de valoriser aujourd'hui une meilleure efficacité énergétique, aussi des équilibres sociaux. Et on en donc parle derrière souvent tout sur ça, en fait, on est en train de se dire dans quel système il va falloir qu'on évolue, quel système il faut qu'on construise pour faire beaucoup plus pour tout le monde, avec beaucoup moins en termes de ressources. Oui. Alors là-dedans, il y a un truc qui m'a quand même beaucoup frappé ces dernières années, c'est l'émergence d'une prise de conscience extrêmement forte, en tout cas des autorités européennes et des autorités de contrôle bancaire. La banque, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est comment je prends l'épargne des gens pour la redistribuer en crédit sur les projets. Et pour pouvoir faire ça, c'est un rôle qui est absolument essentiel et qui conditionne en fait la construction de notre monde. On sent bien que l'Europe a envie quand même de pousser, dans le cadre de l'ensemble des plans d'adaptation et de transition donc à la crise climatique, mais à l'ensemble du dépassement des limites planétaires aussi, de pousser en fait la planète finance à mettre son argent là où ça va faire du bien dans le temps. Donc ils ont installé un certain nombre de réglementations. Donc il y en a peut-être deux dont on pourrait parler aujourd'hui, qui sont la taxonomie et qui sont BAL 4. Donc la taxonomie, ça a été cet élan extrêmement puissant de l'Europe pour pouvoir qualifier en fait chacune des activités économiques financées par les capitaux bancaires et les capitaux présents sur le marché, de telle manière à ce qu'il y ait une prime extrêmement puissante au financement de ce qui va faire du bien, donc à la transition, et par contre, comment je pourrais dire, des amendes, ou en tout cas la génération d'un passif extrêmement fort quand on fabrique des choses qui ne vont pas faire du bien. Alors, dans la banque, il y a un élément qui est extrêmement important, qu'on peut rappeler. Il y a cette notion de fonds propres, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait du crédit, l'autorité réglementaire nous demande d'avoir une réserve en fonds propres pour couvrir les risques associés à ce crédit. Et plus la réserve qu'on demande est élevée, moins le crédit est intéressant. Ça veut dire que plus on va être obligé de mettre des fonds propres et moins on va gagner de l'argent rapporté à ces fonds propres-là. Dans le cadre de la taxonomie, l'Europe pousse progressivement à abandonner des activités comme par exemple la création d'une nouvelle mine de charbon, qui coûte horriblement cher maintenant à la planète finance, pour emmener les capitaux vers des activités vertueuses, comme la rénovation par exemple, qui va coûter extrêmement peu cher à la planète finance. Donc ça, c'est la taxonomie, et on sent que ça a commencé à décaler le comportement progressivement des banques, qui ont inventé un nouveau ratio, qui s'appelle le Green Asset Ratio, c'est-à-dire la capacité qu'a une banque à produire des nouveaux crédits en ligne avec la taxonomie, rapportée à la totalité de la production de ces crédits. Et puis arrive BAL 4. Alors BAL 4, de quoi parlons-nous ? Juste pour revenir une seconde sur cette taxonomie, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on a tous entendu cette phrase qu'en fait, on ne peut pas valoriser ce qu'on ne mesure pas. Et on voit bien que notre économie, nos systèmes comptables, ils ont été pensés il y a 200, 250 ans, mais ça fait ça fait même sûrement beaucoup plus de temps que ça, qu'on a pensé la richesse et les valeurs sur le fait de produire des biens et services marchands, autrement dit, de produire des biens alimentaires, de produire des maisons, du logement, etc. Oui, la production-consommation, mais c'était probablement important et intelligent jusqu'à l'ère industrielle de fonctionner comme ça. On a tellement été bons, à travers le progrès, les machines, etc., qu'on voit bien que l'humain, dont l'énergie a été beaucoup utilisée au départ pour créer ce système productif et de consommation, aujourd'hui, il a besoin de veiller peut-être davantage aux équilibres socio-environnementaux. Sauf que ce n'est pas considéré comme une richesse aujourd'hui. Mondialement parlant, il n'y a aucune économie qui considère ceci comme une richesse. Alors ça fait quand même pas mal d'années qu'on commence à voir des initiatives sur les nouveaux critères de richesse. On a même entendu parler du PIB du bonheur. Mais c'est très intelligent comme approche, c'est dire valoriser autre chose que produire et consommer. Mais je me suis occupée de mes parents pendant quelques temps, je m'occupe de mes enfants. Ça crée une valeur sociale et donc presque du chiffre d'affaires, un revenu.
pour faire ça, il faut commencer à mesurer. Parfois, on parle de ces invisibles, il faut les mesurer. Je pense que la logique européenne, par la taxonomie, par aussi la double matérialité d'un point de vue comptable, elle va sur cette direction. On ne va pas forcément notre grand frère, l'oncle Sam américain, mais c'est intelligent de la part de l'Europe de commencer à mesurer. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie taxonomie. On voit bien qu'on commence à mesurer. Et dans la rénovation, on le voit aussi. Pour l'instant, la rénovation, c'est plutôt une économie de coûts. C'est-à-dire que je dois dépenser la rénovation énergétique avec l'espoir d'un gain qui est la diminution de ma facture. De mon point de vue, dans quelques années, ça ne me surprendrait pas qu'on considère que rénover un bien, c'est directement créateur de richesse. C'est ce qu'on disait un peu avec Sébastien Delcon il y a un mois. Complètement. C'est exactement ce que disait Sébastien. On y va. En ce moment, les contrats à impact, il le disait, finalement, c'est un lieu de test, un peu comme une sandbox. Enfin, c'est vraiment un endroit, un bac à sable, en fait. Donc, on va tester la logique. Et il y a beaucoup de comptables, notamment en France, mais en Europe, mais il y a des docteurs en comptabilité, mais vraiment qui nous disent d'ores et déjà qu'on va passer, notre économie va reconnaître demain autre chose que produire et consommer. On a été reproducteur, consommateur, c'est bien. Maintenant, on va être aussi valorisé pour nos contributions aux équilibres sociaux et environnementaux. Les banques, dans ce paysage, donc, à travers BAL 4, alors il y a une approche, je pense, les régulateurs, ce qu'ils essayent de faire, c'est forcer les banques, d'une certaine façon, à de plus en plus reconnecter au niveau de la transaction avec une bonne compréhension de ce qui se joue. Alors attends, avant de plonger déjà, est-ce que tu peux nous redire ce que c'est que BAL ? Alors, Bâle, c'est une ville en Suisse, très jolie petite ville, à la frontière allemande, suisse et française. Absolument, joli tramway. Mais pourquoi on parle tout le temps de Bâle quand on parle des banques ? Bâle, écoute, donc les banques... Alors, d'ailleurs, bonne question. L'année de création de Bâle et de son comité, mais disons que à Bâle a été fédéré comme l'ONU a fédéré les États. La plupart des banques, on va dire, occidentales ou de la zone dollar, je veux dire ça comme ça, zone dollar et zone euro, pardon, et la zone de la livre anglaise, livre sterling, ce sont donc toutes les banques centrales ont décidé de créer ce comité de Bâle pour ensemble créer en fait un organe de régulation des banques centrales. Donc c'est le régulateur des banques centrales qui s'est physiquement installé à Bâle, d'où le nom de comité de Bâle. Et en fait, bon, pour ceux que ça intéresse, en fait le terme c'est la BIS, la Bank of International Settlement. Et c'est vraiment l'œil, c'est un organe voilà dont monsieur et madame Michu devraient s'intéresser de plus près. Parce que voilà, c'est important dans le fonctionnement du système monétaire et donc important dans les fonctionnements du système, voilà, tous les systèmes politiques, économiques. Et donc Bâle, régulièrement, voilà, va donner des bonnes pratiques, enfin, créer le règlement finalement qui doit s'appliquer aux banques, notamment sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que elle définit ce coussin de réserve que les banques, mais d'ailleurs Madame Michu, d'une certaine façon c'est pareil, souvent dès qu'on doit gérer du risque, on peut avoir une approche prudente et les banques qui gèrent du risque, puisqu'elles allouent d'un côté des ressources en crédit, elles gèrent ces sommes d'argent, elles doivent avoir cette approche prudentielle, donc mettre de côté une partie de ce qu'elles vont prêter en cas de problème. Et par ailleurs, donc ça c'est les banques centrales qui régissent aussi les notions de taux de refinancement. Donc c'est un comité très important pour les banques et qui a une fonction presque politique, parce qu'en agissant sur les banques, on agit sur l'économie. Et donc petit à petit, au fur et à mesure donc les règles sont déterminées là-haut. Oui. Et donc elle s'impose ensuite à toutes les banques. Oui. Et que dit BAL 4 alors ? Alors BAL 4 alors il y a plusieurs piliers. Celui que je trouve le plus intéressant, c'est le pilier qui pousse à aller vers encore plus de transparence. Et je le disais tout à l'heure, dans mon interprétation de ce pilier qui est vraiment très important, c'est que les banques doivent aller à un niveau de granularité, de suivi de leurs transactions beaucoup plus précis qu'elles ne le font aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, se rapprocher du faire et surtout de l'objet économique, c'est-à-dire dire finalement, j'ai un certain nombre de transactions qui passent sur mes livres et d'essayer d'arriver à pouvoir être capable de tracer, on va dire, cette information de niveau du contributeur et au niveau de la transaction économique. Là où parfois l'argent aujourd'hui est géré par paquet, il y a eu aussi tous ces mouvements de titrisation dont Françoise avait parlé lors de la première session, qui consiste, voilà, je suis une banque, j'ai un certain nombre d'encours de crédit et je vais les revendre à d'autres banques. Et c'est à la fois intéressant parce que ça crée de la liquidité, c'est un peu comme si je prenais un cachet d'aspirine et que ça fait, ou plutôt de l'aspirine et que ça fait circuler le sang.
Le danger, c'est qu'un bon banquier, c'est un banquier qui maîtrise ses risques, en fait, qui reste près de ses risques. Si je vends voilà, systématiquement tous les encours sur lesquels je prends mon engagement au départ, je serai beaucoup moins regardant. Voilà, donc on a deux contraintes. On a une contrainte de l'Europe qui dit investissez bien dans des trucs favorables à la transition. On a une contrainte de Balcat qui dit et en plus faites-le en sachant ce que vous faites. Mais on a aussi des contraintes des États. Si je prends en France l'Agence nationale de l'amélioration d'habitat qui distribue les aides et les subventions, l'ANA, elle dit « Ok, je suis d'accord pour te donner de l'argent, mais je vais attendre que le truc soit fini pour effectivement te donner de l'argent. Parce que j'ai besoin de vérifier que ça s'est bien passé, que ça ne se détourne pas. Et donc, j'ai besoin d'informations. Donc, la banque a besoin d'informations partout, en fait. Et donc, comment est-ce qu'elle va faire pour récupérer cette information? Parce que ces systèmes informatiques ne sont pas à la hauteur aujourd'hui, ils ne sont pas suffisants pour absorber un tel flux d'informations. Alors c'est marrant parce que tu parles de contraintes sur les banques et moi je vois ce que j'entends, c'est une opportunité. Pour moi c'est une opportunité formidable pour que les banques vraiment retrouvent leur métier d'intermédiation bancaire, de financeur de l'économie, de régulateur dans le sens vraiment de faire circuler, on va dire, cette énergie et ces masses monétaires. Et en fait, comme elles le font, en fait, elles sont en train de le faire. Petit à petit aussi, toutes les banques s'ouvrent à ces nouvelles technologies qui ont en fait, pourquoi est-ce que c'est tout de suite très informatique? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, enfin, tous les consommateurs, enfin, tout le monde en voit bien que le monde devient complètement digital. Nos transactions, le support de nos échanges, que ce soit nos échanges d'informations et nos échanges de valeurs, se font dans l'espace Internet. Donc, alors ça, c'est vrai de tous les mails qu'on échange, du commerce électronique aussi. Et progressivement, ce sont tous ces sujets dont on entend parler derrière ces notions de crypto-monnaie. Jusqu'à présent, la trace, on va dire, d'une monnaie ou d'une valeur, elles étaient faites à une époque sur des coquillages, sur des billets de banque, et là sur des registres informatiques qui sont centralisés. Et là, on est en train de passer sur des registres qui vont être gérés dans l'espace Internet, pour dire ça de façon simple. C'est important ce que tu dis. Ça veut dire qu'on n'aura plus un système central parce que le système serait beaucoup trop gros et donc on va le distribuer un peu partout et en fait, on va rendre cette information disponible tout le temps, en fait. C'est exactement. Pour moi, tous ces sujets informatiques, c'est pas vraiment des sujets religieux. En fait, cette notion, ce besoin de passer à la décentralisation, c'est même pas tellement politique, c'est pour être plus efficace et pour gérer cette masse d'informations. Être capable d'être presque en temps réel à un niveau de granularité fin, c'est-à-dire, je sais que c'est Sébastien, en sa qualité de X, qui a fait telle transaction, qui a généré telle valeur. En fait, tous ces flux d'informations, pour être plus efficaces, il va falloir aller les suivre et les chercher de façon beaucoup plus locale, pour être plus efficace et de façon aussi plus sécurisée. Parce que le risque de la centralisation, ce que les Américains appellent le pot de miel, c'est qu'en fait, on est plus fragile quand on centralise. Et cette distribution, on parle parfois forcément elle a vraiment cette vertu de pouvoir être beaucoup plus efficace dans la gestion de l'information. Mais alors, maintenant, la rénovation dans tout ça. Parce que ce qu'on voit, c'est que les banquiers ils nous disent « Je sais parfaitement faire du crédit à la consommation, 5-7 ans, je fais un chèque, je ne sais pas ce que je finance, mais le client me va bien, j'y vais. » Je ne sais pas du tout faire du crédit à des gens qui sont trop vieux, malades, trop endettés ou qui ne gagnent pas assez. C'est ce qu'on a vu donc avec Françoise sur le premier RenoChat. Donc, il faudrait peut-être que je les connaisse mieux, que j'adapte mes systèmes de connaissance de mes clients pour pouvoir prendre du risque un peu différemment. Mais troisièmement aussi, j'ai l'ANA qui me dit, donc l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat qui distribue les aides et subventions, qui me dit, moi je veux bien t'envoyer de l'argent si et seulement si la facture est égale au devis. Ça veut dire que je te demande à toi, banquier, de vérifier que, ma foi, les colonnes et les lignes sont les mêmes, que les chiffres sont les mêmes et que tu as bien fait que toi, tu vérifies que les opérateurs ensembliers ont bien fait. Donc, il y a quand même un troisième acteur qui apparaît, c'est celui qui fait, à savoir l'opérateur ensemblier. Oui. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même plusieurs acteurs, en fait. Il y a l'artisan, il y a l'auditeur, il y a le MAR, il y a le CFR, il y a plein de gens. Et donc, comment est-ce qu'on fait dans ce cadre-là pour que ça marche, quoi. Parce que moi, je comprends que les banquiers, ils aient les cheveux qui poussent dans tous les sens, qu'ils soient un peu complètement ébouriffés, parce que ça fait, en fait, plein d'acteurs à connaître,
plein de données à remonter. Enfin, et puis c'est pas leur métier non plus. Ils vont jamais gagner de l'argent avec tout ça. Alors, ce qui est très Moi, je comprends qu'ils aient du mal. ce qui est très simple, et ça marche depuis que le monde est monde, c'est s'asseoir autour de la table et ensemble construire, en l'occurrence, ce nouveau système d'information et ce nouveau outil. Ce qu'il faut voir, c'est que les banquiers, ils sont très motivés à rentrer, on va dire, dans ces environnements d'opérateurs ensembliers et de rénovation énergétique performante. Pour des tas de raisons. One-stop shop. Oui. Mais alors, il y a une Mais raison. rentrer, ça veut dire quoi? Il y a une raison. Je vais répondre à ta question. Il y a une raison pour laquelle, dont on n'a pas parlé, qui est très importante pour eux, c'est que pouvoir faire des financements de travaux de rénovation avec la garantie, et je commence à répondre à ta question, c'est-à-dire une forme de garantie qu'il s'agit bien d'une rénovation énergétique performante, c'est-à-dire que vraiment on a un résultat. En fait, ce que les banques demandent aujourd'hui, c'est une forme de preuve et de garantie de résultat. Elles sont vraiment prêtes à mettre l'argent sur la table pour une raison, et là je vais fermer la parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure, c'est qu'elles sont effectivement par contrainte, mais je pourrais le dire autrement aussi, je pense qu'elles seraient de toute façon ravies d'accompagner la rénovation performante, mais elles ont besoin de ce qu'elles le disent elles-mêmes, verdir leurs encours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que disent les régulateurs, c'est dire, vous, banque, vous êtes... Voilà, le Gard. Oui, le Gard, parce que vous avez fondé... Bon, l'économie, c'est une économie brown, donc l'essentiel de vos encours, vous avez financé d'extractifs, vous devez financer un peu plus de verts et de renouvelables, et donc vos encours vont devenir verts, et s'ils deviennent verts, vous aurez accès à de l'argent moins cher, etc. Donc ils sont motivés. Ce dont ils ont besoin, c'est que c'est pas top là, enfin ça ne suffira pas de dire top là, je suis vert, c'est de pouvoir rentrer dans une organisation, une infrastructure qui va leur renvoyer, d'une certaine façon, du signal, du certificat, une certaine preuve que sur la chaîne, des opérateurs ensembliers, par exemple, mais que ceux qui se sont engagés à faire, tous les artisans et les entreprises qui se sont engagés sur un certain niveau de travaux en fonction de bureaux d'études qui sont agréés, etc., que chacun sur la chaîne va venir finalement répondre à son engagement. Et c'est grâce au numérique, toute cette chaîne qu'on va venir tracer avec, en allant chercher, on a des audits énergétiques avant travaux, pré-travaux, et on va aller récupérer cette information avec toutes les opportunités qu'offre les technologies de pouvoir signer un document, de pouvoir le tracer, de pouvoir l'horodater. Et simplement, on va créer cette chaîne qui fait que tout le monde s'engage. S'il y a un problème, on pourra aller voir où il y a eu le problème. C'est pas pour entrer dans une logique punitive, c'est aussi dans une logique de reconnaître toute cette chaîne de qualité. Et le banquier, s'il reçoit du signal de gens agréés, c'est vraiment la chaîne de tiers de confiance. Et donc pour c'est moi, un pour moi, le banquier, collecteur, exactement. C'est ça? Exactement. Donc il va collecter l'ensemble de l'information nécessaire et suffisante pour les autorités de contrôle, pour l'État et pour le ménage. En respect du RGPD, en respect de toutes les réglementations, hein, c'est pas Bien open sûr. bar, vous voyez, c'est quand même... Il va formaliser tout ça au travers d'un crédit qui du coup sera reconnu vert, parce qu'effectivement, Oui. s'il n'est pas conforme, l'Europe lui dira, bah non, ton truc il n'est pas vert, même si l'ANA a bien payé. Il a quand même encore cette menace. C'est un sujet d'engagement. Je m'engage à tout le monde opérer se tient, une en fait, par la rénovation. barbichette, en quelque sorte. Oui, mais autour d'un contrat qui est un contrat qualité. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je suis peut-être un peu banquière naïve, entre guillemets, mais pour moi, vraiment, c'est cette valeur de la qualité, de l'engagement, de la responsabilité. Voilà, on s'engage dans une chaîne de valeur ou pas. Hein, on peut aller jouer ailleurs, mais en tout cas, si le sujet, c'est d'essayer de correctement répondre à cette exigence de consommer moins, de consommer mieux, ça crée de la valeur. Et donc vraiment, aller tracer cette valeur et cet engagement. Et moi, je le vois tous les jours depuis que je suis rentrée dans cet écosystème d'opérateurs ensembliers. Il y a un point commun, c'est l'envie de bien faire. Voilà. Et il peut y avoir, moi je comprends très bien, l'objectif, ça peut être amasser le plus d'argent possible. Ok. Là, vraiment, le sujet, c'est de bien faire. Et c'est en ça que vraiment, moi, en tout cas, tous les banquiers qu'on est en train de rencontrer, soit dans une logique de contrainte, mais plutôt de ce que je vois, mais vraiment dans une logique de rentrer dans un écosystème où on est face à des professionnels qui réalisent cet objectif qu'on partage tout, de rénovation énergétique performante. Mais tout ça, ça doit coûter très cher quand même. Est-ce que chaque banque va pouvoir faire tout ce travail-là ? Entre un système qui finalement met aussi des tas de couches logicielles, de contrôle, etc., avec un résultat qu'on connaît qui n'est pas forcément top, et en même temps sur la chaîne, des tas de professionnels à l'œuvre, qu'on va engager dans le fait simplement de réaliser leurs engagements et d'aller chercher ces technologies qui sont finalement non.
On est en train de faire cette équation économique. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que toutes les banques aient un système commun, en quelque sorte? Alors, C'est-à-dire qu'elles partagent les investissements et qu'après chacun se serve d'un système qu'elles auraient construit ensemble? là-dessus, alors je crois qu'il ne faut pas exclure que d'abord, les banques peuvent avoir, enfin, il y a des géographies différentes, il peut y avoir des besoins différents, on a des pays différents, donc quelque part, distribuer les risques, je reste assez convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde. Je ne crois pas du tout au grand ordinateur mondial qui fera tout, voilà, au grand transhumain de demain. Je pense vraiment que c'est un sujet, il peut y avoir des socles communs, il peut y avoir voilà, des infrastructures numérique au sens de bien commun, mais ce qui doit rester très singulier, c'est vraiment la valeur pour moi elle est moins dans l'architecture informatique, à dire vrai, que dans l'importance de venir signer, d'avoir quelque part une signature numérique et de créer vraiment cette chaîne de signature et de valeur. C'est à l'identification de la responsabilité et de la Oui, conformité. de la responsabilité et de la contribution. Et pour moi, je ne sais pas si ça se sent de façon un peu implicite, mais c'est comme ça qu'on peut aussi donner corps à une nouvelle économie qui certes va continuer à être une économie qui fait très très bien la mesure. Oui, non, mais ça peut être aussi capitaliste. Je veux dire je contribue aux équilibres sociaux et environnementaux selon un certain nombre de critères et vouloir quelque part considérer ça comme une richesse et vouloir, dans une logique de progrès, que cette richesse augmente, oui. Moi, le capitalisme de la transition énergétique, il me paraît très bien, sauf qu'il n'existe pas. Mais les notions de profit, c'est pas un gros mot. Les notions de croissance, c'est pas un gros mot. Le capitalisme, c'est surtout pas un gros mot. Le petit problème ou le petit angle mort, comme disait Sébastien la dernière fois, c'est que simplement pour l'instant, on associe cette valeur à ce capitalisme qu'à produire des biens et des services marchands. Donc extraire, produire, consommer, extraire, produire, consommer. Super. Maintenant, on voit bien qu'on peut, merci le progrès, passer à autre chose. Et donc le capitalisme de la transition énergétique. Merci de me le faire dire, parce que c'est vrai que j'en parle de plus en plus, mais voilà, j'entends quand on parle de décroissance, mais encore une fois, si on considère que voilà, rénover, créer de la valeur ce monde, et bien on va donner une valeur à cette rénovation, et on la transforme en économie, en ressources en fait. On n'est plus dans une économie de coûts, on n'est même pas dans une économie de l'investissement, on crée de la valeur et de la richesse. Et je pense qu'on va y venir, on y vient. Alors, il y a un grand projet qui a obtenu l'aval donc, des autorités européennes et des autorités françaises, qui s'appelle FIDEO, Banque de la rénovation énergétique, auquel tu contribues. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors oui, j'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister. J'ai plongé dans le chaudron parce que derrière ce projet, donc FIDEO de Banque de la rénovation énergétique, à mon avis, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour penser autrement et voilà, passer à l'échelle dans cette manière de bien faire et de financer à l'échelle. Pourquoi ? Parce que d'abord, on s'ancre dans vraiment. Qu'est-ce que c'est d'abord ? FIDEO, Banque de la rénovation énergétique. Alors, pour l'instant, c'est un projet en consortium qui rassemble des opérateurs ensembliers, des sociétés de tiers financement, qui depuis une dizaine d'années, sur le terrain, jouent ce rôle d'à la fois accompagner les ménages, d'être bureau d'études, parfois maîtrise d'œuvre. Donc des one-stop shops. Des one-stop shops, et donc, absolument. On va se limiter à eux ou on va élargir ? Ce consortium rassemble des banquiers, un grand banquier de la place et un tout petit outsider de la place qui est très intéressant dans l'équilibre, voilà, un assureur, des thermiciens, et donc on a vraiment autour de la table, on va dire chaque acteur de représenter, et l'objectif commun, c'est de créer. Alors une banque, le terme peut être un peu réducteur, c'est-à-dire un assemblage. Moi j'ai tendance à projeter la banque dans la banque de demain, la banque un peu 4.0. Et dessous, de toute façon, c'est une infrastructure, on va dire, une infrastructure informatique qui va gérer, qui va administrer toute cette chaîne de la conception, la réalisation des travaux, le plan de financement, voilà, jusqu'à son suivi. C'est vraiment l'idée. Donc c'est des process qui sont identifiés. Oui, ça oui, mais surtout avec alors des process, oui bien sûr, mais surtout vraiment fondés d'un point de vue de l'architecture informatique sur cette importance d'aller chercher alors de la data, du document sur la chaîne et surtout de la signature, reconnaître, vraiment partir des acteurs, de chaque artisan, de chaque intervenant, de chaque personne qui intervient sur la chaîne, qui à un moment donné apporte une valeur qui va se matérialiser parfois dans un document, qui est la confiance.
Mais tous les processus sont faits à un moment donné de documents, de signatures, enfin voilà, d'engagement en fait. Et c'est d'aller chercher ces engagements et d'envoyer aux banques comme du signal en fait. Et les banques, pour bien faire leur métier et puis voilà, prendre ces risques et vérifier finalement la réalisation de l'engagement et donc le débouclement du crédit, elle a besoin de recevoir le bon niveau d'information dans ces systèmes. Et c'est vraiment ça. On organise toute la chaîne d'information. Et voilà, le projet inclut des garanties, je crois. Oui, on réfléchit exactement avec des assureurs et des garanties pour couvrir le risque de non-performance énergétique, effectivement. Donc au départ, on a un certain nombre de professionnels qui, dans un cadre, et un référentiel, s'engagent sur un certain nombre de gestes à accomplir. Et l'accomplissement de ces gestes donne un niveau de confort sur le fait qu'on obtiendra l'objectif recherché d'efficacité énergétique. Donc on construit la confiance. On construit la confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une confiance qui repose que sur des capteurs. Je sais que c'est très important de mettre des capteurs partout et d'aller mesurer. Mais souvent, on entend les thermiciens de terrain, on peut avoir un chiffre, en fait, ne veut dire quelque chose que dans un contexte. Donc on peut mesurer un chiffre avant et après et dire « Ah non, ça devait descendre de temps, puis finalement, ça a augmenté. » Sauf que, au départ, il peut y avoir ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire qu'on va se chauffer un petit peu plus au départ parce qu'on se chauffait moins. Et donc, c'est de toujours accompagner la donnée d'une qualification et le discernement humain qui, en contexte, va dire on est bien dans de la rénovation performante. C'est pour ça aussi que des assurances sont prêts à couvrir le risque, c'est qu'on a vraiment une logique d'ingénierie derrière et de personnes qui vont c'est vraiment le meilleur alliage de l'homme et de la machine. On installe des capteurs, mais l'humain, le spécialiste doit rester, ou l'expert, quelque part le tiers de confiance. Je reste assez convaincu, enfin même complètement convaincu, que la confiance, ça se joue à 3. Et avec ça, par rapport à ce que nous disait il y a un mois et demi Françoise, on va pouvoir financer les 2/3 des propriétaires occupants qui aujourd'hui n'ont pas accès au crédit bancaire ? Sans problème. Ah bon ? Je vais juste me faire l'écho sans prononcer son nom, mais j'ai eu l'occasion, la réunion était publique, mais d'assister à une réunion à la très sélecte Caisse des dépôts et consignations où intervenait sur le financement de la rénovation, où intervenait notamment une représentante de la Fédération bancaire française. Et c'était très intéressant de l'entendre parce que sur la fin, alors elle était face aux régulateurs, enfin ces régulateurs, qui disaient alors, messieurs, mesdames les banquiers, faut y aller là, faut financer. Donc cette représentante des banques de dire notre sujet n'est pas un sujet de financement. L'argent peut être mobilisé. On a vraiment un sujet de projet de la rénovation. Et je trouvais ça intéressant d'entendre des banquiers dire, on le sait, il y a un sujet d'aller former un certain nombre d'artisans. Bien sûr, le sujet pour les banques, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir la preuve quelque part, de pouvoir avoir une forme de certification qu'il s'agit bien d'une rénovation performante. Et donc, on a vraiment un sujet de bien articuler tous les processus et si on les articule bien et de façon, on va dire, fluide, grâce encore une fois au numérique, on peut arriver à un résultat. L'enjeu, c'est un enjeu d'architecture. En réalité, c'est vraiment un enjeu d'architecture. C'est aussi un enjeu de mise en lien différente. des uns et des autres, quand même. Oui, avant l'architecture, qu'on soit bien d'accord sur... Complètement. Et d'alignement des intérêts, ce qui est souvent le plus dur, parce que voilà, on rentre, on est chacun nos structures, il y a le sujet des modèles économiques, etc. Mais ensemble, être sûr qu'on va aller vers un nouvel modèle économique où on sera gagnant-gagnant. Vraiment, les représentants dans le projet de cette grande banque dont je parlais tout à l'heure, est vraiment dans une logique, tout le monde doit y gagner. Mais ça, c'est important comme approche. Tout le monde doit y gagner, y compris le maître d'ouvrage, Madame Giu, la famille qui s'engage dans la rénovation. Tout le monde doit y gagner. J'aime beaucoup cet alignement d'intérêts. Voilà. Eh bien, super. Si tu avais 3 vœux à formuler, ou un seul, la confiance. La confiance. La confiance. La confiance, la confiance. Eh bien, merci Stéphanie pour ce moment particulièrement passionnant. Donc, Stéphanie nous a expliqué l'univers de contraintes dans lequel vivent les banques, la montée de ces contraintes au travers des directives européennes concernant l'orientation des capitaux vers la transition, mais également l'arrivée des nouvelles règles du comité de Bâle, donc Bâle 4, qui va pousser de plus en plus à rapprocher le faire du financé, et donc la nécessité absolue de travailler
en team, en consortium, en tout cas en connivence entre les différents acteurs du marché, chacun, ma foi, étant dans son terrain de jeu et avec un intérêt qui est aligné avec celui des uns et des autres, mais surtout chacun étant responsable de la construction de la confiance nécessaire pour le financement et pour l'accélération en fait de ce marché. Et cette accélération de la confiance passe par l'individuation de celui qui va certifier, donc une personne qui à un moment donné va engager sa signature pour dire cette information est la bonne et donc on peut y aller. Dans ce cadre-là, l'émergence donc du projet Fideo BRE, dans lequel Stéphanie est extrêmement active, sur effectivement cette structuration de l'organisation entre les différentes parties prenantes, dont on attend une arrivée sur le marché d'ici quelques mois maintenant, je l'espère. Donc un très grand moment. Merci Stéphanie et à très vite. Merci, Youpiers.